Les critères pour choisir le juge de la Cour de cassation qui devrait remplacer le président Jovenel Moïse sont désormais connus. Sous peu, le nom de celui ou de celle qui sera nommé pour diriger l'éventuelle transition sera rendu public selon des membres de l'opposition. Le Fonds monétaire international appelle à la mise en place d'un gouvernement qui doit entreprendre des réformes pouvant faciliter la reprise de l'appui de la communauté internationale à Haïti. L'électricité d'État d'Haïti annonce une amélioration dans la distribution du courant électrique avant le 25 décembre, selon le directeur de l'EDH, Hervé Pierre-Cousse. L'accord de Mariotte suit son cours. Les critères pour choisir le juge de la Cour de cassation qui devra remplacer le président Jovenel Moïse sont désormais établis. Les membres du comité de suivi du Forum patriotique pour une entente nationale, dit Forum de Papaye, signataires de l'accord de Mariotte, l'ont annoncé ce mardi. D'ici peu, la population devrait connaître le nom de celui ou de celle qui sera nommé pour diriger l'éventuelle transition. Entre-temps, le Forum de Papaye, par la voix de ses principaux leaders, Camille Chalmers, Chaval Jean-Baptiste et Jean-William Gentil, appelle à la poursuite de la mobilisation. Premier travail qu'on fait, c'est établir critères. Critères pour choisir le président. Critères pour choisir le premier ministre. Critères ça, ils ont fait. Les finis, critères ça, ils ont présenté devant une assemblée qui valide et qu'on est en fonction des critères ça, le comité a rencontré juge dans la Cour de cassation pour être capable de voir qui est qui est capable de plus répondre à critères. Une fois que ils ont fini d'identifier qui est qui a président, eh bien là, semaine ça même, on a espéré le travail ça fini. Que l'alternative consensuelle là a proposé moun qui pour venir premier ministre et comité ça, à partir des critères qui sont établis, a choisi premier ministre là. Et une fois ça fin fait, eh bien, c'est passerelle là pour gagner rôle pour lui présenter et travail ça à conseil bail Jovenel avec équipe li et pour comment sortir Jovenel là capable de faire. On sortit ordonné Jean Yodia. C'est celle ça oui qui vient pour faire avec Jovenel, pas rien encore et pas aucune organisation qui te signé comme Mariotte là qui pourra négocier avec Jovenel pour faire aucun gouvernement. L'autre point de considération c'est que Jovenel l'a toujours. Jovenel l'a toujours, mobilisation, nous doué Kembe et nous souhaitons, nous espérer que table concertation, ça veut dire différentes entités qui signent à Mariotte là, eh bien, ils ont une responsabilité pour définir une stratégie avec action qui peut permettre d'intensifier la mobilisation. Depuis qu'on y a un travail passerelle là, tu as indiqué, par exemple, là, signifié, et Jovenel, ça sorti dans l'accord, si toutefois, réponse libérale là, son réponse qui dit là, le pape déplacé, eh bien, mobilisation, ça, les supposé intensifier, et ça, c'est tout acteur qui a porté contribution dans le niveau pas pour permettre que, fois ça, c'est toute bonne vitesse qui passe. Il est très important que nous dénoncions toutes des informations qu'a faites pour faire croire que toute bagaille est finie, parce que à comment il y a pas pour des résultats, etc. Non, au contraire, il y a un pile travail qu'a fait et non esprit de sérieux, non esprit de responsabilité patriotique pour nous capable d'aboutir le plus rapidement possible à des résultats. Et dans ce sens-là, il est très important que nous dénoncer toute menti cap bail sur le fait par exemple que tu as gagné des gens qui pourraient le faire accord avec Jovenel Moïse. Il est clair, nous profiter de ça pour nous réaffirmer que pas gain aucun accord possible avec Jovenel Moïse, sauf l'aide d'émission. Le Fonds monétaire international a sorti un communiqué qui, en principe, devrait apporter un certain souffle au gouvernement d'Haïti. Le Fonds monétaire pense que la reprise de l'aide pourrait se faire assez rapidement à 3 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un gouvernement. La deuxième, c'est qu'il faut que ce gouvernement soit déterminé à entreprendre des réformes. Et enfin, qu'il existe également ce qu'ils ont baptisé un cadre budgétaire pour 2020.
notre collaborateur, notre reporter Luckner Garot, fraîchement rentré de vacances, et qui suit en particulier les questions économiques, va essayer de faire la lumière sur ce communiqué du Fonds monétaire international. Bienvenue Luckner, bienvenue sur le plateau de Metro News. Merci Serge, merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bon, ce communiqué, il arrive un peu comme une surprise, on ne l'attendait pas. Oui, en fait, c'est une mission d'évaluation et on va dire de consultation, selon l'article 4 du FMI. Donc, il y avait cette mission, des rencontres ici à Port-au-Prince et à Washington pour évaluer la situation. Et on va dire que c'est la routine, pratiquement, dans les rapports entre Haïti et le FMI. Donc, suite à cette mission, le communiqué a été produit pour faire des recommandations, expliquer plus ou moins comment est la situation en Haïti. Vous l'avez dit, ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, mais avec ces conditions que vous avez rappelé rapidement, oui. Et donc, le FMI constate que la situation en Haïti, la situation sociopolitique se dégrade, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, si cela devait continuer comme ça, ce serait catastrophique pour Haïti. C'est le constat de Nicole Laframboise qui a conduit cette mission de consultation en Haïti. Donc, le FMI estime qu'il y a de l'urgence, qu'il y a des priorités aujourd'hui auxquelles le gouvernement devrait accorder de l'importance. D'abord, il faut penser à résoudre cette crise, la crise socio-politique et économique. Il faut renforcer la situation macroéconomique du pays. Il faut renforcer la lutte contre la corruption et essayer de voir comment on peut relancer les programmes sociaux. Le FMI tient à cet aspect. Il faut aller vers les plus faibles, il faut les accompagner. Donc voilà pour les 3 grandes recommandations du Fonds monétaire international. Après ce constat alarmant, le Fonds parle d'un taux de croissance de moins 1,2% pour l'exercice fiscal 2019 parce que... Donc un taux de croissance négatif. Négatif, parce qu'il y a eu ces troubles depuis 2018, juillet 2018, novembre 2018, juin 2019, février 2019, septembre 2019. Donc par rapport à tout ceci, donc, le FMI croit qu'avec une inflation de 20% et un taux de croissance de moins 1,2%, donc c'est plus de pauvreté, plus de vulnérabilité en Haïti. Bien, le FMI a parlé de résolution de la crise ou de lutte contre la corruption. Ça, ce sont des objectifs à long terme. On ne peut pas espérer résoudre la crise socio-économique et même politique d'un claquement de doigts, de même que la lutte contre la corruption est quelque chose qui va prendre un certain temps. Mais pourquoi est-ce que nous avons parlé, et vous et moi, d'un communiqué qui serait plutôt positif? C'est que, contrairement à la position qu'ils avaient il y a quelques mois, là, ils semblent indiquer aux autorités haïtiennes, voilà ce que vous devez faire dans l'immédiat si vous voulez que l'aide internationale reprenne, condition sine qua non que la crise économique puisse commencer à trouver un début de solution. En fait, c'est pas une surprise. En mars 2019, le FMI, le conseil d'administration devait ratifier, ou encore se pencher sur un accord, un programme qui a été négocié entre Haïti et le FMI. Voilà. 229 millions de dollars sur 3 ans. Exact. Le FMI était en train d'analyser ce programme, le board, le 24 avril, on se le rappelle, quand en Haïti, le 18 mars, on a renvoyé le gouvernement de Jean-Henri Séan. C'est ça. Donc, sans gouvernement, le FMI ne peut pas entreprendre ou encore signer un accord avec un pays. Exact. Donc, depuis le 18 mars 2019, le FMI attend la mise en place de gouvernement. C'était la seule condition. Vous avez un gouvernement légitimement nommé, ratifié par le Parlement. Vous avez un budget régulier voté par le Parlement. Eh bien, on va ratifier ce programme de 229 millions de dollars. Et aujourd'hui encore, le FMI attend qu'il y ait un gouvernement. Oui. Donc, s'il y a un gouvernement déterminé à faire des réformes, justement, très important pour le FMI. Si vous avez un budget régulier voté par le Parlement, et là encore, le FMI croit que si on ne peut pas arriver à un budget régulier, le gouvernement devrait pouvoir mettre en place
ce qu'il appelle un cadre budgétaire pour 2020. Oui. Voilà. Donc, c'est pour montrer la flexibilité du Fonds monétaire. C'est ça, c'est ce point que je voulais mettre en relief, c'est qu'ils sont moins rigides apparemment qu'il y a quelques mois. Bon, cela dit, gouvernement, on en est encore à un gouvernement démissionnaire d'intérim, un autre qui est passé aux oubliettes. Ouais. Là, ils discutent sur la possibilité de trouver un chef de gouvernement, mais il faudrait d'abord trouver un juge qui accepte de remplacer le cas échéant. Enfin bon, là, il y a encore beaucoup d'obstacles qui restent à franchir, mais essayons de rester un petit peu positifs. Et il semble que le FMI ait tendu la perche aux autorités haïtiennes, et maintenant c'est à nous à retrousser nos manches, à faire preuve d'un peu de bon sens, de façon à pouvoir relancer des choses. C'est la voie. C'est la voie. Vous avez un gouvernement, vous avez un cadre budgétaire pour 2020. La communauté internationale peut commencer à revenir vers vous. Parce que, comme vous le savez, le FMI, c'est le médecin qui dit, quand ça va mal, le FMI demande à la communauté internationale de se retirer. Quand le FMI constate qu'il y a des efforts, maintenant, il ouvre la voie à la communauté internationale, ou encore au reste de la communauté internationale, de venir supporter Haïti. Donc le FMI dit, si vous avez un gouvernement, un budget ou encore un cadre budgétaire, eh bien, les amis d'Haïti peuvent toujours mettre la main à la poche et voir comment ils peuvent aider. Mais pour cela, il faut d'abord qu'on mette fin à cette crise qui, si elle continue, peut être très catastrophique pour le pays. C'est le FMI qui le dit. Mais le FMI a quand même constaté des efforts, dans ce sens que le gouvernement a signé un pacte de gouvernance avec la BRH qui a permis de contrôler le déficit budgétaire. Aujourd'hui, on a un déficit ou encore un financement budgétaire de 9,3 milliards de gouttes, 9,2 milliards de gouttes selon la dernière note publiée par la BRH. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à atteindre les prévisions en termes de recettes fiscales, 76 milliards contre 79 en 2017-2018, et selon une prévision de 99 milliards. Donc, on a eu ce déficit de côté-là. Mais, en termes de financement monétaire, la BRH a pu contrôler le déficit budgétaire à 9,2 milliards. C'est vrai aussi que certains économistes pensent qu'il y a des arriérés qui peuvent à l'avenir constituer des obstacles. Mais pour l'instant, la situation est là. Un taux de croissance qui était de 0,1 en octobre, lorsque j'ai été à l'Assemblée annuelle du FMI à Washington, mais aujourd'hui le FMI parle de moins 1,2%. C'est à croire que ça continue de chuter. Et c'est grave pour le pays quand on a un taux de croissance démographique de 1,5%. Exact. Ça crée de la pauvreté. Il ne faut pas oublier ce critère. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, Luc Niangaro, merci. Merci de nous avoir éclairé un petit peu sur ce qui se passe actuellement avec le FMI. Et merci aussi de nous donner votre sentiment qui est, somme toute, positif. Merci Serge, merci à toutes et à tous. Merci Luc Nair et bonne fin de soirée. Le directeur général de l'EDH, Hervé Pierre-Louis, annonce que la production d'énergie électrique est supérieure à 75 mégawatts dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les turbines de Péligre produisent 36 mégawatts, e-Power 29 et les centrales de Carrefour de 10 à 15 mégawatts. Monsieur Pierre-Louis indique que d'ici la fin de l'année, les deux centrales de Vareux seront de nouveau opérationnelles et produiront 40 mégawatts chacune. Au cours des dernières semaines, des dysfonctionnements sur le réseau ont perturbé la distribution de l'énergie électrique. Les techniciens de l'EDH n'ont pas pu avoir accès à des infrastructures en raison du blocage de plusieurs axes routiers par des individus, notamment à Carrefour-Marassa. Ces derniers jours, nous avons constaté que il y a plusieurs perturbations au niveau alimentation jaune péconier. Ce n'est pas une perturbation qui est liée à arrêt central de Vareux. Il y a un pile de problèmes sous le réseau, notamment tabac. Je voulais parler de zone nord, Port-au-Prince, zone Santo, Croix-des-Bouquets, Malpasse et Tomazo. Lorsque le circuit ça a déclenché, situation des ordres qui étaient dans la zone nord, là, avec des questions de barricade, fait que l'équipe n'a pas arrivé à faire inspection comme ça doit, pour détecter pendant
pour resservir mon zone nord. Dans ce sens, EDH, à travers l'organe, a présenté excuse by clientèle nous dans la zone nord là, mais il faut que vous compreniez que le problème n'est pas sorti bon côté EDH. C'est des problèmes sous réseau, c'est des problèmes dans la rue, c'est des problèmes de barricade qui fait que l'inspection n'est pas capable de faire. Bon, c'est vrai, la justice sortit en ordonnance, mais même lorsque le contrat a déroulé de manière normale, il prévoit en d'un contrat qu'à la fin du contrat, il y a 2 centrales que Sogéner a pour remettre EDH. Bon, il est vrai qu'avec l'ordonnance, la situation ça vient précipiter. Mais c'est une situation qui est déjà prévoit dans le cadre du contrat, qui est normale et qui est prévoit dans le cadre du contrat. Et donc, comme situation est déjà prévue dans le cadre du contrat, donc EDH, il y a expertise là. Et évidemment, nous allons chercher des ressources côté nous pas gagner. Et pour que, quand même, il faut me dire que Centrale Varroé 2 était supposé marcher au mazout. C'est ça que tu l'appel d'offre là. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, l'État haïtien pichait le fait que la marché est sous gazoil. Donc, c'est pas sûr que EDH va l'exploiter à fond, même gens doivent l'exploiter à fond. Centrale Varroé 1 qui sont centrales qui a marché sous mazout parce que coût pas même. Prix de revient kilowattheure, alors produit sous Varroé 1, alors produit sous Varroé 2 n'est pas même. Donc, c'est sûr que EDH va faire gestion ça. Et donc, c'est sûr que nous allons mettre toutes ressources, toutes compétences pour que le prix de revient et kilowattheure production vienne moins que lorsque nous avons acheté le main privée. Mais toujours est-il, nous avons besoin de pièces de rechange, nous avons besoin de faire un entretien. C'est le ça, il faut que la clientèle la payer pour que EDH soit capable de garantir quantité production et qualité service distribution. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a nommé un conseil d'administration ad intérim à la Banque nationale de crédit BNC. Raoul Pierre-Louis prend les commandes de la principale banque publique. Il avait occupé pendant une année la présidence du conseil d'administration de la Banque populaire haïtienne, BPH, autre banque commerciale contrôlée par l'État. Les autres membres du conseil d'administration sont Guy-Marie Cazeneuve, Micheron Jean, Marlène Cyril et Lionel Guillaume. Le nouveau conseil est nommé par arrêté présidentiel en date du 21 novembre pour 3 ans. Les autorités monétaires et gouvernementales sont visiblement satisfaites des performances de M. Pierre-Louis à la BPH. Ce haut cadre de la fonction publique remplace Fernand Robert Pardo à la BNC. Au cours des dernières semaines, le chef de l'État a lancé une grande offensive dans le secteur de la finance et des crédits. Il presse les banques publiques et l'ONA d'accorder plus de crédits aux jeunes entrepreneurs des classes moyennes. En maintes occasions, il s'est élevé contre les montants faramineux accordés à de grands entrepreneurs. Monsieur Moïse avait récemment fait l'objet d'un projet visant à accorder des crédits à un taux de 6% à plus de 500 jeunes entrepreneurs. La plateforme Jean le Tombé exhorte les jeunes qui érigent des barricades à se ressaisir et à ne pas se laisser manipuler par les politiques. Saluant l'accalmie constatée depuis plusieurs jours dans la capitale, le coordonnateur de cette structure, Charles Leslie Moza, affirme qu'un dialogue franc entre tous les acteurs concernés est la seule issue possible pour sortir le pays de la crise. En conférence de presse ce mardi, M. Moza a malgré tout annoncé une manifestation pour le vendredi 29 novembre. Nous dit tout jeunes garçons, jeunes filles qui campaient derrière une barricade. Pour nous-mêmes, dans la plateforme, et avec tout le monde qui est victime, une barricade veut dire on gang pour nous. Chaque love son barricade, c'est boule nous. Chaque love son barricade, c'est garçon à garçon, je fais souci pour garçon, femmes, etc. Je veux dire, nous conseillons chaque jeune garçon, si nous t'avons mis ton barricade,
monter bloc à Jovenel, pour nous barrer Jovenel, l'homme est barricade dans la zone ou bloquer malheureuse qui pas à l'hôpital, qui pas qu'à régler l'activité. Je ne dis, nous croyons que le président Jovenel Moïse demandé un dialogue. Nous-mêmes, dans la plateforme, nous appuyons le dialogue là. Mais si nous demandé dans le dialogue là, nous ne parlons pas de dialogue pour dialogue. Et ça fait tout, il y a un pile réticent qui a fait beaucoup de nègres qui sont en opposition. Ils ont mis en tête, dans le dialogue qui va le faire là, c'est un dialogue qui a fait même gens, ça qui est fait après le président Michel Martelly le pouvoir. Chaque ministre mettait à directeur général, c'est pour venir faire poche pour la pour venir plus d'argent. Je dis à Nabdi, le peuple là regarde en bas nous déjà. Tout nègre qui pensait, c'est le peuple là mettre devant pour craser, pour briser, Nabdi, ça va passer. Je dis, petit, tout nègre ça, seulement il y a l'école et on commence à fêter Noël. Petit, pas nous parle l'école et nous dit face à, faut que vous retournez l'école et faut que vous fêtez Noël. Je dis, nous dit, peuple haïtien, pas prendre la provocation personne. Et j'ai un garçon qui dit, barricade c'est avenir, connaît bien, avenir c'est l'école, avenir c'est profession. Si on est choisi, camper dans une barricade, c'est pour la police et la justice, marel, parce que derrière chaque barricade, il y a une âme là-dedans. Pour nous, barricade, c'est le bandit. Tout bandit, la justice doit prendre responsabilité contre Mounsayo. Voilà.